Bon, alors d'ici à ce que la présentation débute. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, en fait, de faire un peu différent des présentations que j'ai eu l'occasion de faire lors des colloques précédents. Dans les derniers mois, on a eu plusieurs visites au risque de gens, des collaborateurs avec qui on travaille, même certains de nos membres. Et on en a profité pour leur faire un tour d'ensemble un petit peu de la façon dont on surveille notre réseau. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas vous dévoiler tous nos secrets, mais j'ai décidé aujourd'hui d'un peu lever le voile sur ce que c'est, dans le fond, notre métier, entre autres, qui est de surveiller le réseau pour pouvoir vous offrir un service de qualité. Alors, je vais en profiter pour passer un peu, pas dans les grands détails évidemment, mais la surveillance de notre réseau par couche, c'est-à-dire que ce soit la fibre optique, que ce soit le réseau IP ou le réseau de transport. Donc, la première des choses, avant de parler de surveillance du réseau, évidemment, c'est quoi le réseau du risque? Alors, principalement, notre réseau est constitué de 3 couches. La première, qui est la couche physique, on parle de la fibre optique. La deuxième couche est notre réseau de transport optique. Et finalement, la troisième couche est le réseau IP, qui comprend, entre autres, l'ensemble des équipements d'accès, donc les routeurs et les commutateurs qui sont situés chez chacun de nos membres. Le réseau du risque, c'est plus de 6 000 km de fibre optique. Quand on parle de 6 000 km, ça comprend l'ensemble de la dorsale du risque, mais l'ensemble aussi de toutes les boucles locales qui servent à desservir chacun des membres. Évidemment, le réseau est étendu à la grandeur du Québec. On parle de plus de 500 pièces d'équipement qui sont réparties dans 236 sites, 275 nœuds d'accès, 60 nœuds de transport, 25 nœuds de dorsale IP, et finalement 134 nœuds de gestion, que ce soit au niveau de l'électricité ou du réseau IP. Alors, ce réseau-là, il est surveillé, mais à la base, évidemment, tout repose sur des systèmes. Le risque opère un environnement virtuel depuis maintenant 5 ans sous la plateforme VMware. La capture d'écran que vous voyez ici, c'est l'outil de surveillance qui s'appelle vCenter. On utilise cet outil-là pour surveiller les machines physiques ainsi que les machines virtuelles. Donc, ça nous donne ni plus ni moins que la disponibilité. Cet outil-là nous permet aussi, en fait, l'outil prend lui-même des actions s'il y a une panne, comme par exemple de transférer une machine virtuelle sur une autre machine physique en cas de problème. Maintenant, nos outils de surveillance et nos services reposent sur des machines virtuelles, donc chacun de ces services-là doit aussi être surveillé. Ce qu'on fait à l'aide d'un autre outil qui s'appelle Groundworks, et ça nous permet de savoir, par exemple, est-ce que notre site web répond, est-ce que les bases de données répondent. Alors, chacun des services est aussi surveillé lui-même. Et j'en profite aussi pour vous mentionner qu'on a quand même une haute disponibilité de notre réseau parce qu'on opère du site principal à Montréal, mais on a aussi un site de relève à Québec, au niveau des systèmes. Donc, la surveillance du réseau, on utilise un outil général, en fait, qui est notre tableau de bord, qui est l'outil NNM, qui fait partie de la suite HP et qui est au risque depuis 2004. Ça nous donne de l'information très détaillée sur le réseau IP, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Un certain niveau d'information sur notre réseau de transport, par exemple sur les alarmes, parce que l'outil NNM ne possède pas l'intelligence pour notre réseau de transport, donc on doit utiliser un autre outil. Ça nous permet de surveiller nos composantes électriques, les batteries et les UPS. Et finalement, cet outil-là envoie aussi des courriels. Donc, les gens de l'exploitation, ça leur facilite énormément la prise en charge des problèmes en dehors des heures ouvrables. À l'aide de leur téléphone intelligent, ils sont connectés en tout temps et peuvent recevoir les alarmes et ainsi prendre action sur le réseau lorsque c'est requis. Si on y va un petit peu plus en détail, on commence avec la couche IP. Je vous disais qu'NNM, dans ce cas-ci, est le système principal qu'on utilise. Ce qu'on voit ici sur l'image du haut, c'est la dorsale, une partie du moins, ou presque toute, de la dorsale IP du risque. Donc, on parle des points de distribution qui sont répartis un peu partout en province, ainsi que les 4 cœurs, donc 2 à Montréal, 2 à Québec. On voit les nœuds, on voit les liens qui relient chacun de ces nœuds-là ensemble. Donc, l'outil nous permet d'avoir une visibilité très détaillée sur l'ensemble des composantes. La vue du bas, c'est un extrait, si on veut, d'alarme qui pourrait être sur certaines composantes du réseau.
Bon, pour ceux qui peuvent remarquer les détails, là, en bas, on parle de transport parce qu'on voit T, puis en haut, je vous parle que c'est notre dorsale IP. Elle est toute verte, donc il n'y en avait pas d'alarme sur le réseau, et c'est correct, c'est ce qu'on veut. Quand on a pris la capture d'image pour les alarmes détaillées, ben à ce moment-là, il y avait quelques nœuds de transport qui étaient en alarme. Mais évidemment, si on avait été dans NNM sur la vue transport, on aurait à ce moment-là vu les nœuds concernés par ces alarmes-là qui auraient été dans une couleur différente là, pour nous signifier qu'ils sont en alarme. Le système NNM prend aussi action, c'est-à-dire que ce qu'il essaie de faire, il fait de la corrélation. Donc, par exemple, si des équipements d'accès chez les membres sont en panne, on sait que les équipements d'accès sont reliés à des points de distribution. Donc, si la distribution est en panne, pour NNM, il essaie toujours de trouver la racine, si on veut, donc la raison de la panne. Donc, ce qui va indiquer comme alarme, c'est la distribution est en problème. Donc, il ne va pas nécessairement identifier l'ensemble des routeurs qui sont problématiques là-dessus parce que pour lui, avec l'intelligence, il sait que ça remonte plus haut et ça revient directement au point de distribution. Maintenant, quand on parle du transport optique, alors l'outil qu'on utilise nous permet de surveiller, comme pour le réseau IP, l'ensemble des nœuds, l'ensemble des composantes qui constituent ces nœuds-là et les liens qui sont entre chacun des nœuds. Ça nous offre aussi une vue détaillée, mais cette fois-ci sur le réseau optique. Donc, les statistiques d'erreurs sur des liens de transport, des erreurs sur une carte ou sur un port situé sur la carte, et par exemple aussi des problèmes d'alimentation électrique comme un bas voltage. Dans ce cas-ci, l'outil qui est utilisé, c'est le CTC de Cisco. Sur l'image du haut, vous voyez une petite partie du réseau de transport du risque. C'est entre les sites entre Montréal et Québec. On voit au centre le site de Trois-Rivières. Donc, même concept que pour le réseau IP. On voit chacun des nœuds qui sont représentés, chacun des liens. S'il y a des alarmes, les nœuds vont changer de couleur, tout dépendant de la gravité de l'alarme. Sur l'image du bas, c'est tout simplement l'accès à l'intérieur d'un nœud. Ce que ça représente, c'est comme si on était face à ce nœud-là. Donc, chacune des ouvertures représente une carte de transport avec les différents ports sur la carte. On voit beaucoup de vert, c'est parfait. Encore une fois, c'est ça qu'on veut avoir. Donc, c'est pour ça que le bas, évidemment, il n'y a aucun détail. Il n'y avait pas d'alarme sur le réseau de transport à ce moment-là. Donc, on peut vraiment aller à une granularité très basse et savoir exactement ce qui se passe, autant pour le réseau IP que pour le réseau de transport. Du côté de la fibre optique, c'est un petit peu différent dans ce cas-ci. Le risque fait affaire avec plusieurs télécommunicateurs et c'est un peu aussi la raison d'être du projet qu'on a fait, l'implantation de l'outil géoréférencé Bentley. Le risque, lorsqu'il a bâti son réseau au début des années 2000, comme je mentionnais, on fait affaire avec plusieurs télécommunicateurs. Donc, notre information résidait sur différents médiums, que ce soit des CD, que ce soit des documents PDF, des cartables papier, des cartables très épais avec des feuilles de papier, le réseau de fibres dessinées. Donc, évidemment, ça représente un défi quand il y a des pannes, quand on veut trouver des informations. L'information est à différents endroits et ça ajoute des délais. Donc, au début du mois de novembre 2009, on a débuté le projet de façon concrète avec l'embauche d'un dessinateur pour, dans le fond, numériser, si on veut, notre réseau de fibre optique à l'aide d'un outil géoréférencé. À l'heure où on se parle aujourd'hui, on a plus de 85% du projet qui est complété. Plusieurs avantages grâce à ce projet-là. Évidemment, vous pouvez imaginer, l'information se retrouve à un seul endroit. L'ensemble des gens de l'équipe peuvent avoir accès à l'information. Donc, déjà, c'est beaucoup plus facile d'accès que ce que c'était avant. Rapidement, on peut identifier à qui appartient la gaine de fibre. Chacun des télécommunicateurs a une couleur spécifique qui lui a été attribuée dans le dessin de fibre optique. On identifie aussi rapidement les fibres. Le RIS possède des fibres en condo. Donc, dans un câble de 144 fibres, par exemple, on peut en posséder 72. Donc, rapidement, on a une vue, on sait exactement quelles sont nos fibres. On sait exactement quelles sont les informations sur les fusions entre les différents câbles de fibres. Et, par exemple, lorsqu'il y a une panne, des gens de l'exploitation du RIS peuvent se déplacer avec un équipement pour aller faire une trace sur la fibre pour trouver en détail où se situe la panne, la coupure de fibre, en fait. Alors, par exemple, quelqu'un fait une mesure et dit, bon, la coupure se trouve à 14,4 km. À l'aide de ce logiciel-là, ça nous permet de faire la même trace sur la fibre et de savoir précisément que c'est au coin de la rue du Rocher et Belles-Îles, par exemple. On appelle le télécommunicateur concerné, on peut lui donner une information très précise et souvent c'est le cas.
Il y a des gens qui pourraient en témoigner. Le risque est le premier à appeler le télécommunicateur pour dire « Je pense que tu as une coupure de fibre à tel endroit. » Et non seulement ça, je pense qu'elle est située au coin de telle rue. Alors, très, très utile pour le risque. Qu'est-ce que c'est Bentley? Qu'est-ce que ça représente? Ce que vous voyez, ça, c'est évidemment pas la vue pour un dessinateur. La vue qu'on voit ici, c'est le dessin de fibre optique qui a été transposé dans Google Earth. Comme je vous disais, c'était géoréférencé et c'est la force de cet outil-là. Ici, c'est peut-être que certains reconnaissent, c'est le secteur de Trois-Rivières. C'est un hasard. Dans le bas à gauche, c'est le site de l'UQTR où on est aujourd'hui. Alors, vous voyez en rouge, et il y a différentes couleurs qui sont peut-être un peu moins visibles aussi en bleu, c'est le réseau du risque. C'est le chemin qui est emprunté par le réseau. En haut à droite, on peut voir que notre réseau traverse le pont La Violette, par exemple. Et on sait exactement par quelle rue. Les boîtes blanches représentent des informations, comme je vous disais, sur la fibre, sur le câble, sur les points de fusion. Alors, rapidement, on peut savoir où on se situe dans l'espace et trouver nos informations. Une autre vue qui nous permet, évidemment, avec Google Earth, on peut faire différentes vues. Donc ici, c'est en 3 dimensions. C'est les bureaux du MELS, qui sont aussi un client du risque et qui sont desservis ici à Trois-Rivières, sur la rue La Violette. Alors, je vous les ai dit, le rouge, bon, représente un télécommunicateur X. Si c'était bleu, ça serait un autre, et vert, et ainsi de suite. Alors, ça change vraiment la donne pour nous. C'est sûr que c'est le jour puis la nuit entre feuilleter des pages dans un cartable et avoir accès à un outil comme celui-là. Alors, l'ensemble du réseau est pratiquement terminé et représenté. Maintenant, avant de terminer, je voulais revenir un petit peu sur les courbes de trafic. Je vous disais que le risque, pendant le précédent plan d'affaires, a implanté l'outil Cacti. En fait, c'est un outil en ligne qui est disponible à l'ensemble de nos membres et qui vous donne accès à vos courbes de trafic. Plusieurs membres l'utilisent, mais pour certains, ça semble être plus ou moins connu et il y a beaucoup d'informations pertinentes là-dedans. Donc oui, vos courbes de trafic, vous les avez par service. On fait des lectures aux 5 minutes, donc c'est quand même très précis. Pour le service Internet, par exemple, et le service contenu, on vous indique quelle est votre bande passante configurée. Ici, vous pouvez voir bande passante entrant 200 mégabits. On vous donne la lecture en entrée et en sortie. On vous donne aussi la lecture du P95, c'est la barre rouge qui est ici. Pour les membres qui ont ce service-là, c'est sûr que c'est une information qui est très intéressante puisque ça concerne, entre autres, la facturation. Une autre information qui est présentée dans les graphiques Cacti, c'est tout ce qui concerne la congestion ou en français ce qu'on appelle les discards, donc les pertes de paquets. Surprenez-vous pas si vous recevez par exemple un appel de Mélanie au service aux membres qui vous dit « Écoutez, on a analysé vos courbes de trafic et on s'aperçoit que vous avez quand même un peu de congestion sur le réseau. » C'est pas nécessairement que vous voulez ou que vous devez prendre une action, mais nous, on surveille à l'aide de l'équipe d'exploitation les courbes de trafic et on trouve pertinent d'appeler nos membres pour les informer. Parfois, vous pouvez avoir des gens, des utilisateurs qui se plaignent de mauvaise qualité de service ou quoi que ce soit, mais ça peut être dû entre autres à ça. Et souvent, ça découle que les gens vont augmenter leur bande passante, par exemple, ou justement en profiter pour revoir comment ils gèrent leur trafic. Donc, information très pertinente, c'est là depuis longtemps. Je voulais seulement faire un rappel pour vous dire, c'est là, utilisez-le, et évidemment, ça fait aussi partie des outils de surveillance du risque. Alors, en conclusion, c'est un bref survol, évidemment, on pourrait en parler pendant longtemps de la surveillance du réseau, mais c'est souvent quelque chose qui est plus ou moins connu. Alors, l'idée aujourd'hui était un peu de vous faire découvrir comment, au jour le jour, on surveille le réseau du risque et qu'on assure évidemment la qualité du service. Mais l'important là-dedans que je veux vous mentionner, c'est qu'on aurait beau avoir tous les outils, on pourrait en implanter plusieurs autres, mais ça prend des gens pour les opérer. Et au risque, c'est l'équipe d'exploitation qui se charge de la surveillance du réseau. Et chez nous, c'est 9 personnes. Donc, c'est quand même une petite équipe qui est dédiée et qui est spécialisée parce qu'on a des gens qui font différentes choses dans l'équipe, mais qui s'assurent d'utiliser l'ensemble des outils que je vous ai présentés pour... D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Avec la panne électrique, tout à l'heure, j'ai vu dans mes courriels à support que tout de suite, il y avait un courriel qui disait « Ah, les équipements à l'EQTR, on a vu que le réseau a tombé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Oui, c'est une panne électrique. Ah oui, OK, tiens, ça vient de revenir. Non, c'est pas revenu. C'est parce qu'on est sur la génératrice. Donc, c'est un peu le genre d'action qu'on prend aussi parce qu'instantanément, on voit que le réseau tombe en alarme. Alors, il faut connaître la cause, évidemment, pour prendre les actions requises. Donc, voilà, ça complète ma présentation. Merci.